Voilà, nous sommes le 22 juin, soit 8 jours avant la date du 30 juin, c'est-à-dire celle de la commémoration du 54e anniversaire de l'avènement du Congo à la souveraineté des nations. Un dimanche assez particulier parce que par rapport à la personne que nous avons comme invité ce soir, le pasteur Jules Kibongé. Et de lui, nous pouvons dire que c'est un peu comme si nous faisions descendre de la chair de vérité à cet espace public, un peu pour essayer de voir avec vous si, par rapport au jour qui nous reste pour arriver à la commémoration du 30 juin, vous voyez les choses avec optimisme. Oui, dans quelques jours, merci d'abord de m'avoir reçu, Monsieur Claude Kamanga. À la veille de l'indépendance, il y a beaucoup de questions que les Congolais nous posons. Nous nous posons beaucoup de questions. L'optimisme, oui, mais aussi le pessimisme. L'optimisme, si les autorités, le pouvoir en place, nous y reviendrons, ont une vision claire de là où nous allons. Il me semble qu'à quelques jours de la commémoration de l'indépendance, c'est encore flou. Alors que nous sommes dans une année charnière, je voulais dire, pour organiser les élections. Et c'est là l'inquiétude, c'est là le pessimisme. À quelques jours de l'indépendance, il faut que les choses soient claires. Il faut qu'il y ait une certaine clarté, notamment de celui qui est à la tête du pays. Quand vous dites clarté par rapport à celui qui est à la tête du pays, qu'est-ce que ça veut dire? Puisque moi, je voudrais que l'on parte d'abord du 30 juin 1960 au 30 juin 2014. Pour vous... Nous ne pouvons pas partir du passé sans bâtir sur le présent. C'est le présent qui doit nous aider à tirer les leçons du passé. C'est le chef de l'État qui doit baliser la route pour dire d'où nous venons. Et la question n'est pas de savoir d'où nous venons, la question qui reste posée, tant sur le plan national que sur le plan international, où nous allons. Mais vous-même, est-ce que vous vous êtes déjà posé toutes ces questions et qu'est-ce que vous y donnez comme réponse? D'où nous venons? Nous venons d'une situation de colonisation, de guerre, de sécession. Nous venons d'une situation de régimes qui se sont succédés sans bâtir véritablement la démocratie. D'où nous venons d'une situation de tragédie. Le peuple est en train de subir une tragédie. Où sommes-nous? Nous sommes à un moment crucial où nous sentons un certain élan. Je parle comme un homme d'église. Je ne parle pas sous une chapelle politique. Nous sommes à un point déterminant où quelqu'un a tenté de commencer quelque chose. Le faible commencement, va-t-il le consolider ou va-t-il le démolir? Vous relèverez qu'il y avait promesse de l'avènement d'un gouvernement qui n'a pas eu lieu. Tant sur le plan national que sur le plan international, les questions se posent. Vous savez, en tant que journaliste, que dans quelques jours, nous allons célébrer l'indépendance, 54e année d'indépendance, mais qui va déboucher vers les élections. Aujourd'hui, les chefs de l'État ne donnent aucun cap pour nous dire où nous allons. Voici les questions. Sera-t-il candidat à sa propre succession ou il veut construire véritablement la démocratie par l'alternance? Voici les questions qui sont devant nous. Ce sont les questions que se pose l'homme d'église. Tout homme d'église, tout citoyen, le national, l'international. Si vous lisez, vous verrez que sur le plan des partenaires occidentaux, que ce soit la Belgique, la France, les États-Unis, l'Allemagne, ils se posent cette question. Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'ils se posent la même question d'après vous en ayant les mêmes préoccupations que les Congolais? Oui, vous savez que le Congo est le pays de l'avenir. Tous les regards sont rivés sur le Congo. Ce pays est le pays de l'avenir. Et donc, la question de l'alternance, la question de la démocratie, la question des élections ne sont pas des questions anodines pour les partenaires du Congo, pour ceux qui veulent investir au Congo, pour les Congolais eux-mêmes. Les Français disent, quand c'est flou, il y a un loup.
Bon, peut-être qu'on essaiera de recreuser autrement le contenu des propos que vous tenez, mais il faudrait faire remarquer que vous revenez quand même sur l'espace public avec un ouvrage, c'est « Sauvons le Congo d'une catégorie de dirigeants à moralité douteuse ». C'est ce que vous dites. Là, vous êtes, maintenant, vous êtes pasteur engagé, comment vous expliquez les choses, puisqu'il y a quand même un mot qui revient plus d'une fois, c'est tragédie, 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 et qu'il faut sauver le Congo d'après vous. Oui, et Sauvons le Congo des dirigeants à la moralité douteuse est l'ouvrage que je venais d'éditer. Un ouvrage a été préfacé par mon professeur. J'ai fait mes études à l'université de Strasbourg. L'ouvrage a été préfacé par le professeur Frédéric Rognon. Le fil conducteur de cet ouvrage, c'est la tragédie. Il faut sauver le peuple congolais des dirigeants à la moralité douteuse. Mais attention, il faut prendre du recul, ne pas tout juger. Oui. Quand vous dites dirigeant, ça veut dire quoi? Vous prenez les choses de manière globale? J'appelle par définition le dirigeant à la moralité douteuse, non les personnes, mais je pose un regard critique sur l'agir politique des dirigeants. Vous conviendrez avec moi, et même ceux qui nous suivent, que quand on voit les ressources que le pays regorge, quand on voit la population, le capital humain, quand on voit les potentialités qui sont au Congo, tout observateur critique peut dire dans ces pays, il y a un doute sur la façon de gérer les pays. Je pouvais intituler mon ouvrage comme « Sauvons le Congo de la malgouvernance ». Ça paraît trop scientifique. Et donc j'ai utilisé un langage d'église qui dit, en tout cas, quand nous voyons ce que le pays a, quand nous voyons les ressources que le pays a, quand nous voyons ce que nous avons, et quand nous voyons comment va le pays, comment vit le peuple congolais, comment vit les petits peuples, comment les gens vivent dans des provinces, nous jetons un doute sur ceux qui gouvernent. Sauvons le Congo de Jules Kibonge, il est différent de celui de Coutinho, de celui de l'opposition politique, par exemple. Dans d'autres pays, il y a un état de droit. Pasteur, prêtre, qui que vous soyez, vous avez à répondre devant la loi. Si aujourd'hui, moi en tant que pasteur, je ne gère pas l'église que Dieu m'a donnée, oh, cette église-là, je reçois les offrandes, les dîmes, les cotisations de membres, l'État a le droit de questionner la gestion. Vous êtes d'accord avec moi? Et donc, sauvons le Congo des dirigeants à la moralité douteuse ne vise pas d'abord des hommes, mais ça vise la pratique des hommes. C'est-à-dire, ce sont des questions à la fois théologiques, ce sont des questions éthiques, ce sont des questions culturelles. Et par rapport à ces différentes considérations, qu'est-ce qui a été fait depuis 1960 et qu'il ne faudra plus faire, et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que le Congo soit, comme vous semblez le souhaiter, sauvé? Partons de l'indépendance. Qu'est-ce que l'indépendance? Peut-être très brièvement pour arriver à... L'indépendance peut être un mythe mensonger, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est le grand homme politique Charles de Gaulle. C'est lui qui dit. L'indépendance peut être un mythe mensonger. Chaque pays est indépendant, chaque pays est dépendant. Vous êtes d'accord avec moi? Non, c'est vous qui... Voilà, je m'explique. Votre argumentaire. Chaque pays est dépendant. Commençons par la dépendance. Le Congo doit dépendre de ceux qui ont l'outil de travail, les machines. Nous n'en avons pas. Il y avait une usine ici à Massina, parce que j'ai grandi dans ce pays, qui montait les véhicules, General Motors, qu'on a démolis, qu'on a détruits. Et donc, nous ne pouvons pas vivre en autarcie, nous ne pouvons pas vivre enfermés. Nous devons nous ouvrir aux autres. Mais en s'ouvrant aux autres, nous ne devons pas vendre notre souveraineté nationale. Chaque pays est dépendant, chaque pays est indépendance. Par l'indépendance, qu'est-ce que nos pères de l'indépendance voulaient? Je prends une simple phrase de Lumumba. Qu'est-ce que Lumumba dit? Je formule le vœu, je le paraphrase. Je formule le vœu que mon pays puisse avoir une physionomie nouvelle. Une physionomie d'un pays libre. Un pays où le peuple congolais vit correctement. Où le peuple vit de ses ressources. Où le peuple vit de ses potentiels. Où il vit dans son pays. Oui. Ce que Lumumba revendiquait,
jusqu'à présent, à preuve du contraire, le Congolais ne l'a pas. Ce qui peut-être peut vouloir faire dire qu'il ne suffit pas de dire, mais il faut faire. Oui, donc, si vous lisez mon ouvrage, l'indépendance n'est pas seulement un mot, M-O-T. L'indépendance est d'abord un agir politique. Donnez-nous la souveraineté, nous sommes capables de nous prendre en charge. Pourquoi vous dites donnez-nous la souveraineté? Mais pourquoi parce que ne nous pas avons exercer la souveraineté? Parce que nous avons été colonisés, nous l'avons demandé, au prix peut-être des morts, au prix de grandes luttes, des âpres luttes. Nous sommes une nation colonisée. Mais ceux qui nous donnaient cette souveraineté nationale, ils attendent de nous comment nous allons l'agir de l'indépendance, comment nous allons marcher, comment nous allons nous gouverner. Vous circulez en Occident, parce que nous avons étudié là, nous devons le dire sans honte, que le Congolais n'est pas respecté. Voici les qualificatifs qu'on dit de l'homme congolais. Les Congolais sont des enfants. Est-ce que c'est parce qu'on le dit qu'il en est réellement le cas, ou bien c'est vous-même vous Je dites pense que aussi ceux qui le disent, ils ont des motifs de le dire. Si vous venez dans un pays englouti dans la pauvreté, mais un pays corrompu, on ne rend pas compte de la chose publique. On parle de la croissance dans notre pays, le Congo. On parle de la croissance. Comment cela est redistribué, la croissance, sous d'autres cieux, quand le pays a sécrété des richesses, il y a ce qu'on appelle la redistribution. Il y a des jeunes Congolais, des jeunes Congolaises qui meurent sans jouir des produits de leur pays. C'est révoltant. Il y a des jeunes Congolais qui finissent l'université. On ne leur donne pas de l'avenir. Donc vous voyez, il y a droit de dire dans ces pays, il y a des dirigeants à la moralité douteuse. Bon, dirigeants, il faut maintenant que vous arriviez d'abord à dire qui mettez-vous dans le... que mettez-vous dans le contenu des dirigeants? Mais ceux qui gouvernent. Ceux qui gouvernent. Pourquoi en tant que citoyen du pays, pourquoi en tant que citoyen du pays, j'aurais peur de questionner l'agir du Premier ministre? J'aurais peur de questionner l'agir du Président de la République. Oui, et quand vous questionnez ces différents agirs, qu'est-ce que vous en tirez comme... J'en tire des leçons que le pays est mal gouverné. Mais j'ai fait une nuance. De 2001 à 2014, il y a un chef de l'État au-dessus du pays. Nous voyons des premiers élans, nous voyons des premiers efforts. Mais je dis, la grande question qui reste posée maintenant, est-ce qu'il saura consolider ce qu'il a construit par l'alternance? 2016 est au carrefour des enjeux cruciaux. Et donc, le chef de l'État actuel, qui est jeune, excusez-moi d'ouvrir une petite brèche. En Italie, nous avons Matteo Renzi, 39 ans. 39 ans. Il est en train de sortir l'Italie de la crise. Il est en train de donner de l'espoir à son pays. Oui, mais vous n'allez pas comparer ce qui peut-être n'est pas comparable. Il y a tout un problème de culture, il y a tout un passé, vous voulez me dire, il y a toute une organisation. Vous voulez me dire que les Occidentaux sont capables, les Africains ne sont pas capables. Donc vous tombez sur cette fameuse thèse que les Africains sont des enfants. Je n'y crois pas. Vous-même vous disiez, vous faisiez remarquer qu'il y a quelque chose qui commence à se construire. C'est pourquoi je suis là. On sent un élan. Il ne faut pas être méchant, il ne faut pas être cynique. Joseph Kabila a donné un cap. Maintenant, il doit les consolider. Parce que nous sommes à la veille de l'indépendance. Il doit les consolider par l'alternance. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je dis, autrement, il n'appartient pas à un homme d'église de dire qui sera président, qui ne sera pas président. Mais il appartient à un homme d'église de libérer une parole à caractère public de l'évangile. Je dis tout simplement que Joseph Kabila peut bâtir la jeune démocratie congolaise, la consolider. Comment? C'est-à-dire en faisant l'alternance. Le futur président peut venir de sa famille politique. Le futur président peut venir de l'opposition. Mais au moins, au stade où nous sommes, messieurs les journalistes, c'est à lui de dire personne n'a le droit de fouler à pied ce que j'ai bâti. Ça veut dire quoi? Pour parler autrement, je vais vous poser la question de savoir,
est-ce que vous voulez dire qu'il ne doit plus se représenter à lui-même? Je ne suis pas là pour laisser pour donner des leçons morales. Il doit s'interroger face à sa conscience. L'heure est à l'alternance ou l'heure est à l'agacement. Sachant qu'il est à la tête du pays depuis 2001. Sachant qu'il a commencé un certain... On accuse les Africains que quand ils sont au pouvoir, c'est la fameuse thèse « j'y suis, j'y reste ». Non. Je pense que le jeune président, si je dois lui parler comme un homme d'église, c'est de savoir qu'aujourd'hui, tout le monde entier a le regard tourné sur lui. Que va-t-il choisir? La valise ou le cercueil? Attendez un peu, la valise ou le cercueil, pour dire quoi? Par la valise, par c'est exemple, la métaphore, ça ne vient pas de moi, c'est la métaphore qu'utilise le général de Gaulle. Il dit quand vous êtes chef d'État, ou vous brisez tout, vous allez en exil. C'est la valise. Et le cercueil? Ou vous entrez dans la confrontation et c'est la guerre. Aujourd'hui, l'Afrique est tentée par la deuxième voie, la voie des guerres, la voie des rébellions. C'est au jeune président de dire où je veux amener le Congo. Oui, mais est-ce que dans l'environnement ambiant, vous entendez aussi ceux qui disent qu'ils ne sont pas encore fatigués de lui, il peut encore continuer. On ne peut pas gouverner un pays par la passion. On ne peut pas gouverner le pays parce qu'il y a un certain nombre de militants. Non, non, non. On gouverne le pays selon les lois de la République. Et les lois de la démocratie, ce sont les lois de l'alternance. Voilà. Joseph Kabila sortira grandi s'il prend la voie de l'alternance. Je ne le dis pas comme par velléité politique, je le dis comme un homme de l'Église. Joseph Kabila donnera un nom, il mettra un nom sur son visage. Le père de la démocratie congolaise. Il mettra un nom sur son visage. De deux, Joseph Kabila donnera un certain respect au peuple congolais. Il montrera enfin à l'opinion internationale que quelque chose de nouveau est en train de germer en Afrique noire. Les Africains ne sont plus des enfants. Les Africains maintenant sont capables de se prendre la main. Tout le monde regarde. Prendra-t-il la valise ou le cercueil? Très bien. Ça, c'est juste une petite parenthèse. Juste pour savoir, comment faites-vous la part des choses entre l'homme d'église et le citoyen? L'homme d'église. En tant qu'homme d'église, d'abord, je n'ai pas à m'en mêler de politique. Mais j'ai le droit de libérer une parole qui réfléchit. Oui. Ma parole n'est pas politique. Ma parole est une réflexion d'un citoyen qui a choisi la voie de l'Église. Je le dis parce que vous savez aussi, et ça nous le savons dans notre pays, l'Église n'a plus de crédibilité. Quand l'Église va choisir à se mettre sur la tête de la commission électorale indépendante, c'est infantiliser l'homme congolais. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le rôle de l'Église. Comment l'Église exercera-t-elle son discernement, sachant les enjeux politiques? Où sera la part de l'Église? Au milieu du virage ou vers un camp? Et là où, frère, monsieur le journaliste, on attend l'Église, c'est que l'Église soit au centre du village, qu'il laisse aux politiques faire la politique, mais que l'Église interroge l'agir politique de ceux qui s'engagent, sachant que ceux-là, c'est nous qui les votons. Vous êtes d'accord avec moi? Non, ça veut dire que par rapport à la situation actuelle, vous dites, bon, dommage, c'est déjà fait. Monsieur l'abbé Malo Malo, il est là, à la tête de la CENI, continuons. Ou bien, on va refaire les choses. Je ne suis pas là pour remettre en question ce qui est fait. Oui, mais dites-moi. Je dis tout simplement, si vous permettez, pour l'avenir, s'il vous plaît, pour l'avenir, que l'Église n'infantilise plus l'homme politique congolais. Il est assez mature. Vous allez dans d'autres pays, c'est le gouvernement qui organise les élections. C'est lui qui organise. On ne prend pas une commission fantoche pour dire... Vous voulez dire que parce que les élections sont organisées par un homme d'église, que ces élections seront quoi? Démocratiques? Attendez, transparentes? Dites-moi. Permettez-moi. Vous pensez que parce qu'il y a un homme d'église à la tête de la commission électorale, que les élections seront transparentes, crédibles? Non, répondez-moi par le contraire, si vous pensez que... Je pense que si les peuples congolais prennent leur destin en main, par le Parlement, par le gouvernement, et l'Église peut dire,
Attention, l'Église doit toujours prendre part des pauvres. Il me semble que l'Église congolaise s'est embourgeoisée. L'Église congolaise est noyée dans le pouvoir. L'Église congolaise est noyée dans les privilèges. Albert Camus, le philosophe français dramaturge, dit « Je prendrai l'Église au sérieux quand l'Église parlera le langage des pauvres, des misérables, de ceux qui souffrent. » L'Église congolaise ne parle pas le langage des pauvres. L'Église congolaise parle le langage des forts. Attendez, est-ce que ça veut dire quelque part que vous n'êtes pas d'accord avec ce qui est envisagé par rapport au calendrier électoral? Très brièvement. Vous y conviendrez, je ne suis pas politique. Non, j'interroge par rapport au calendrier électoral. Posons-nous la question, où sommes-nous? Quelles sont les échéances en vue? Je vois quelques organisations, on parle de l'éducation civique, on parle de ça. Mais je dis qu'au sommet de l'État, celui qui doit donner les tons, qui doit donner les caps, quel est le rôle du chef de l'État? C'est de baliser, c'est de donner les tons. Est-ce qu'il le fait ou il ne le fait pas? À mon sens, peut-être qu'il le fait mal, peut-être qu'il ne le fait pas assez. Je vous donne deux indices. Oui, mais ça c'est une dérobade. Vous dites à mon sens, peut-être qu'il ne le fait pas, peut-être qu'il le fait. Je ne me dérobe pas, je vous parle de faits concrets. Il y a un gouvernement qui était annoncé qui n'a pas vu le jour. A-t-on expliqué au peuple congolais pourquoi ce gouvernement n'a pas vu le jour? Deuxième indice, le Parlement vient de finir la session. Vous êtes d'accord avec moi? Quel est le message avec lequel les parlementaires vont en vacances? Quel est le message qu'on laisse au peuple congolais à quelques jours? Peut-être les jours de l'indépendance. Le président de la République va libérer la parole pour dire... Pasteur, oui. Jules Kibongué, oui. Quand, par exemple, par rapport à ce calendrier électoral, on réalise qu'il y a ces sortes de pressions, il y a ces sortes de... D'aucuns qualifient ça d'ingérence de certains partenaires occidentaux. Quel est votre avis à ce sujet? On parle souvent de l'ingérence, on parle de la pression des Occidentaux. Je pense qu'aujourd'hui, avec la crise qui a frappé la Terre, les Occidentaux ont pris conscience. Vous voulez parler de la crise financière? La crise financière. C'est de 2008, voilà. On commence en 2006. Les Occidentaux ont pris conscience. Nous devons faire très attention avec la thèse de victimisation. La thèse des boucs émissaires. Si nous souffrons, ce sont les Occidentaux. Oui, mais ils ont pris conscience de quoi et qu'est-ce qui les fonde à s'ingérer dans la question? Qui doit donner les caps? Qui doit dire aux Congolais, préparons-nous pour voter de nouveaux dirigeants? Les Occidentaux? Non. Les Occidentaux donnent le moyen. Ils donnent le moyen. Mais c'est aux Congolais de se parler. C'est à celui qui a la destinée du pays entre ses mains de dire voilà ce que j'ai fait, je ne peux pas tout faire. Excusez-moi de faire encore un excursus. Quel était le rôle de Nelson Mandela? Nelson Mandela n'avait pas pour vocation de s'asseoir au pouvoir. Il avait pour vocation à apaiser le mœurs des Sud-Africains brutalisés par un gouvernement qui réconcilie tous Sud-Africains. Dans ce contexte-là, quel était le rôle de l'Église? C'est d'apporter une parole de consolation. Desmond Tutu, avec sa théorie Ubuntu, il dit nous sommes tous Sud-Africains. Si nous vivons la communauté sud-africaine, tout Sud-Africain, quelle que soit sa couleur, il est Sud-Africain. Il peut vivre dans ces pays. Il n'a pas tout résolu, mais au moins, il a fait une étape. Les autres sont en train de continuer cela. Attendez un peu, pasteur. Mais là, vous me donnez l'impression d'être un peu comme dans des jérémiades. Vous êtes là dans des lamentations. Vous ne dites pas ce qu'il faut faire. Quelle est la solution? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous commencez déjà à faire remarquer que les Occidentaux ont pris conscience de la crise qui a commencé chez eux en 2006. Je pensais que depuis que j'ai commencé à parler, j'avais dit les choses clairement. Ça, c'est mon opinion à moi, comme citoyen, comme homme d'église. Qu'est-ce qu'ils ont comme enjeu et qu'est-ce que les enjeux actuels? Oui. Je vous ai dit d'abord que le Congo est le pays de l'avenir. Deuxième enjeu, c'est qu'il y a une certaine interrogation. Avenir par rapport à quoi? Puisque depuis les années 60... Par rapport à ses potentialités, par rapport à ses ressources, par rapport à son climat, il est au cœur des enjeux. Le pays est au cœur des enjeux. Est-ce que vous voulez par là dire que 2016, où ça va passer, où ça va se casser ici? Oui, c'est ce que je voulais dire. Je parlais de la valise, je parlais du cercueil. Vous voulez que je parle comment? Les cartes que le chef de l'État a devant lui,
ou l'alternance ou le passage en force. Ça veut dire, s'il y a un passage en force, tout est remis à zéro. Ce n'est pas à moi de prophétiser le malheur pour mon pays. Mon droit de pasteur, c'est de parler comme un prophète. Mais qui va remettre les choses à zéro dans ce cas? Je dis tout simplement, au lieu d'attendre ça, c'est maintenant que les chefs de l'État qui nous écoutent, jeunes chefs de l'État qui nous écoutent, de ne pas tomber, de ne pas se fourvoyer, de ne pas se tromper. Il sortira agrandi, il sortira fort, il donnera du respect au peuple congolais, il montrera à l'opinion internationale que oui, nous ne sommes pas des enfants dans la démocratie, nous savons que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Le peuple m'a donné, j'ai retourné la parole au peuple de choisir les futurs dirigeants. Vous savez ce qu'il aura gagné, l'apaisement du pays. Oui, mais des fois, quand vous prenez les choses, c'est un peu de manière unijambiste. Vous voyez les choses d'un côté. Vous ne dites pas quel doit être le rôle de l'opposition, quel doit être le rôle de la société civile dans le jeu politique. Quand je parle de l'opposition, de la société civile, même de la majorité... Vous ne faites pas de l'opposition. Moi, je ne suis pas opposant. Opposant par rapport à quoi? Moi, je suis dans les idées progressistes, les idées qui font avancer le pays. Je ne suis pas conservateur, je suis progressiste. Je dis tout simplement que les candidats viennent de la majorité, que les candidats viennent de l'opposition. Le rôle du chef de l'État, c'est l'alternance. Investir un autre président. Oui, mais, cap. Oui, mais ce que je voudrais aussi vous entendre dire, c'est comment le Congo sera sauvé. Puisque vous commencez déjà avec un ouvrage, vous dites « Sauvons le Congo ». Mettons ces dirigeants que vous qualifiez de moralité douteuse à côté. Oui. Vous ne parlez pas d'un projet alternatif autour duquel les gens peuvent se réunir pour essayer de faire avancer une cause qui conduira vers un progrès. Je sens que là, vous me taquinez. Voilà ma thèse à moi. Sauvons le Congo des dirigeants en moralité douteuse, c'est-à-dire bâtir un état de droit. Un état de droit n'est bâti qu'en commençant à consolider la démocratie. Pour sauver le Congo, nous devons faire un diagnostic rigoureux. D'où venons-nous? Où sommes-nous? Où allons-nous? Très brièvement, la conférence nationale n'avait pas suivi pour cela? La conférence nationale, la consultation nationale ont été du gâchis. Nous avons perdu l'État inutilement. Aujourd'hui, il faut se poser la question, d'où venons-nous, peuple congolais? Peut-être, permettez-moi de vous le dire, il faut aussi se poser la question, qui sommes-nous Congolais? Un peuple doit se poser cette question, qui suis-je? D'où je viens? Où je vais? Ça, c'est le diagnostic. Si vous avez fait un diagnostic, vous sentez que nous sommes dans le mal. Nous sommes dans le mal. Prenez des mesures ambitieuses et efficaces. Ces mesures doivent commencer par cesser avec l'impunité. Il y a l'impunité dans ces pays. Il y a la corruption dans ces pays. Dans ces pays, les plus forts ne sont pas inquiétés. Un homme doit rendre compte. Vous êtes ministre, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes directeur général. On a mis entre vos mains le pays, les ressources du pays. Mais permettez qu'on vous pose la question. Comment vous avez géré? Et si vous avez mal géré, permettez que la loi se prononce. C'est ce que j'appelle des mesures ambitieuses et courageuses, efficaces. Je pense au stade où le président est arrivé, le jeune président, il peut prendre des mesures ambitieuses. Il peut se dire, personne n'aura le droit de détruire ce que j'ai bâti. Troisième chose, nous ne pouvons pas sauver le Congo en nous enfermant sur nous-mêmes. Le monde est ouvert. Nous devons être en paix avec nos partenaires. Nous devons attirer les investisseurs. Mais si vous n'avez pas la loi qui contrôle, vous n'allez attirer que des rapaces, des investisseurs rapaces. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? C'est le cas aujourd'hui. Il y a des gens qui viennent investir au Congo, qui sortent avec les mallettes de devises, qui ne laissent pas l'argent au pays. Ils viennent investir dans le domaine du diamant, dans le domaine de l'or, dans du coltan.
Ce sont les mallettes avec le concours des Congolais eux-mêmes. Oui, mais il faudrait des preuves pour appuyer tout ce que vous dites. Dites-moi, savez-vous qu'on avait arrêté 5000, je ne sais pas, savez-vous qu'on avait arrêté une valise de diamant, ici, en Djili, oui ou non? Ça, ce n'est qu'une goutte d'eau. Ce n'est qu'une goutte d'eau. Je suis quand même lucide, je suis intellectuel. Je dis tout simplement, si nous sommes sérieux avec nous-mêmes, et si nous voulons que les gens nous parlent, nous ne pouvons pas collaborer avec des rapaces, des gens qui sont en train de dépiécer les pays, des gens qui sont en train de rendre les pays exsangues. Ils prennent de l'argent, ils ne laissent pas dans nos banques, ils vont avec. Non, il est temps que les Congolais se réveillent. Il est temps que quelqu'un à la tête du pays dise non, stop. Il faut que les choses redeviennent dans l'ordre. Très bien. Le pays ressemble aujourd'hui à une pétaudière, un désordre total. Très bien. Pasteur, j'espère que ce que vous dites, vous le dites aussi à vos fidèles, à ceux que vous évangélisez les dimanches. Vous savez, Karl Marx a parlé de la religion comme de l'opium. Non, je ne pense pas que je puisse tromper mes fidèles. Si vous arrivez sur la rue où il y a l'église, nous avons construit un pont. Vous allez vers une théologie. Parce que nous avons concilié l'évangile. L'évangile doit transformer l'environnement dans lequel le peuple vit. L'évangile, s'il ne transforme pas l'environnement, ce n'est pas de l'évangile. Oui. Vous auriez pu faire la publicité de l'évangile, mais vous allez vers une sorte de théologie de la libération, un peu quelque chose comme ça. Je ne suis pas trop d'accord avec la théologie de la libération, malheureusement. Je ne pense pas que pour que l'homme noir se libère, il a besoin de théologie. Pour que l'homme noir se libère, il a besoin de se prendre la main. Il a besoin de se prendre en charge. Autant de théologie, théologie noire, théologie de libération, théologie telle. Non, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est que l'homme africain, l'homme congolais, se prenne la main pour dire ça suffit. Maintenant, organisons-nous. C'est la parole que nous a laissée Kabila Père. Je pense que c'est mieux. Organisons-nous. Si vous regardez très bien, le pays ressemble à une pétaudière. Le pays n'est pas organisé. Il faut aller encore vers des efforts. Et le grand effort pour organiser le pays, c'est cette attente qui est devant nous. Y aura-t-il alternance ou pas? Je voudrais que vous essayiez de donner quand même un message d'un peu plus d'espoir, un message un peu plus libérateur. Mon message est un message d'espoir. Je ne suis pas là chantre de la mort. Je suis un chantre de la vie. Oui, je dis par rapport à 2016, pour que vous essayiez de faire comprendre à ceux qui vous suivent en ce moment-ci que 2016 est quand même une année qui peut être importante pour la République démocratique du Congo. Mon message est clair. 2016 sera une année de clarté si le chef de l'État donne le ton. Est-ce qu'il y a ambiguïté? Non. Oui, mais le problème, c'est que vous liez tout l'avenir d'un pays à un individu. Vous êtes intellectuel comme moi, vous lisez. Je ne lis pas le pays à un individu. C'est lui que nous avons choisi. C'est lui qui amène notre destinée. C'est lui qui va décider où il va amener les Congolais. J'ai dit où c'est l'alternance ou c'est un passage en force. Or, moi, j'ai dit, il faut qu'il soit armé de courage et de force pour qu'il fasse de 2016 une année de clarté. Une année où les Congolais diront, oui, nous sommes responsables. Nous aussi, nous pouvons faire quelque chose de bien. Et aux pasteurs, aux hommes d'église, à tous ceux qui inséminent et qui véhiculent ces différents messages, qui ne construisent quand même pas l'homme quand il est partout, à tout moment, question de sorcellerie, d'enfants sorciers. Ça n'aide pas à faire construire un pays. Si vous avez étudié un peu de sociologie, ça sert un peu aussi comme la prolifération des sectes, la prolifération des églises n'est qu'un signe de mal-être. Il n'y a pas du travail. Et vous savez, au Congo, le métier le plus facile, c'est quoi? Quand nous autres, nous avons passé 20 ans sur le banc de l'université, jusqu'à des études, il y a des gens qui se réveillent du lendemain comme par coup de baguette magique, ils deviennent prophètes, ils deviennent pasteurs. Nous ne le voulons pas. Le vrai problème, c'est quoi? Il n'y a pas de l'emploi. Les jours où il y aura de l'emploi dans ces pays. Vous savez que c'est que l'Europe? C'est que l'Europe, c'est un lieu où les gens n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Les gens sont occupés.
Quand les gens auront de l'emploi, ces églises se fermeront, certaines églises se fermeront d'elles-mêmes. Oui, oui. D'elles-mêmes. Oui, mais ça n'a pas empêché un pays comme les États-Unis de connaître ce foisonnement d'églises, de sectes et d'organisations. J'ai dit que l'église ne mourra pas. J'ai dit tout simplement que si vous allez aux États-Unis, les gens quittent le travail, ils vont à l'église. Au Congo, les gens se réveillent dans les églises et ils dorment dans les églises. Vous, votre message, il est lequel? C'est celui de la prospérité? C'est celui de... C'est quoi votre Contrairement à ce message? qui va vous étonner, la Bible nous parle de la prospérité. La Bible dit que l'homme a été créé pour prospérer. Vous lisez l'épître à Gaius? Oui, c'est ce que j'ai dit. Il faut que l'État donne du travail. D'ailleurs, je voulais vous dire, on juge un gouvernement par sa capacité de juguler la pauvreté, le chômage et de donner du travail, de l'emploi. On ne juge pas un gouvernement selon la beauté des têtes des gens qui sont là. On juge un gouvernement, est-ce que le chômage recule? Est-ce qu'il y a création des emplois? Est-ce que les jeunes qui sortent des universités trouvent? Vous savez, le mal au Congo, c'est que nous commençons à célébrer les diplômes même de nos enfants qui sortent de maternelle. Nos enfants qui sortent de la maternelle, nous célébrons leurs diplômes. C'est bien, on donne déjà aux enfants cette idée que la vie, il faut réussir, il faut se battre, il faut avancer. Mais posons-nous la question, cette culture de diplomatie, où va nous amener la culture de diplomatie? La culture de diplomatie. On est accroché au diplôme et non au travail. Prenez d'abord ceci, pasteur, ça pourra toujours servir, mais entre-temps, je voudrais également vous poser la question de savoir si vous pensez qu'il y a quand même eu un certain nombre de progrès, parce que, bon, on ne va pas dire que dans la pratique des droits de l'homme en République démocratique du Congo, nous sommes comme il y a 10 années. On ne va pas dire qu'il n'y a pas eu une certaine évolution dans l'organisation. On ne va pas dire que l'économie est en train de se refaire, de se reconstruire quand même. Nous avons peut-être une vision mauvaise, caricaturale des droits de l'homme. On ne juge pas les droits de l'homme seulement parce qu'il n'y a plus de massacres, parce que quoi? Les droits fondamentaux de l'homme commencent par le mieux vivre, manger, s'habiller, étudier. Vous voyez, il y a un scientifique américain qu'on appelle Abraham Maslow qui a donné la hiérarchie des valeurs, si bien qu'il a étudié une société monolithique pour les Américains simplement. Ce que je veux dire tout simplement, les droits de l'homme ne sont pas... Il y a des tueries. Vous avez suivi à Goma. Vous avez suivi des paisibles citoyens tués chez eux à la maison. Non, je pense que les questions des droits de l'homme sont d'abord des questions économiques. Quand nous aurons résolu des questions économiques, quand les gouvernants donneront de la valeur à leur population, personne n'aura le droit d'aller assassiner un paisible citoyen qui dort chez lui. On pourra faire des recherches, arrêter les criminels. Or, aujourd'hui, il y a une incertitude. Il faut, j'ai dit qu'il faut plus renforcer cette incertitude. Il faut rassurer le peuple congolais qu'ils seront protégés. Et le protéger, c'est le mettre dans un cadre politique qui les sécurise. Un état de droit. Voilà. Pasteur Jules Kibonge, vous avez dit, on vous a entendu, et peut-être dimanche prochain, les gens, peut-être avant qu'on y arrive, nous aurons fait le feedback et on saura comment ils nous avaient reçus au cours de ce programme, entre guillemets. Mais je voudrais quand même que vous repreniez la parole en essayant de vous reprendre dans tout ce que vous avez dit, mais pour une minute, pendant une minute. Pour tous ceux qui nous ont suivis, j'aimerais d'abord vous dire, monsieur, madame, je ne suis pas un homme politique, je suis pasteur. Voici ce que Dieu m'a mis à cœur. Demain sera un jour de clarté, parce que nous commémorons 54 ans d'indépendance. Nous sommes à la croisée des chemins. Il y a une année charnière qui est devant nous. Il faut qu'il y ait des élections au pays. Est-ce que nous allons vers l'alternance ou nous allons vers le passage en force? Nos partenaires internationaux, le peuple congolais en général, attend un signe fort au gouvernement actuel par rapport aux élections. Il faut ne pas trahir le Congo. J'ai parlé dans mon ouvrage « Sauvons le Congo » des dirigeants à la moralité douteuse. Je ne m'attaque pas à des personnes humaines. J'interroge l'agir politique de nos dirigeants. Voici mon message. Voilà. Pour vous résumer encore une fois pour toutes, vous-même, vous aurez voté pour l'alternance ou pour le passage en force? Je voterai pour l'alternance. Très bien.
Terminé pour ce dimanche, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. À ceux qui nous ont suivis, nous disons encore une fois merci beaucoup. À dimanche prochain. Bonsoir.